Je leur ai dit, mais il y a un truc qui est hyper stylé là et personne n'en fait rien. Puisque depuis 71, le dollar n'est attaché à rien du tout, alors que dans les années 60, il est théoriquement attaché à l'or. Le mouton noir, c'est celui qui propose de garder les réserves à 100%. À partir du moment où on s'y habitue, ça passe de confort à besoin. Le pire scénario à court terme, ce serait qu'on a la fin de l'illusion collective. Aujourd'hui, tout ce que vous possédez dans le monde numérique n'est pas en réalité un actif, mais une créance. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Alexandre, comment ça va ? Ça va très bien, merci pour l'invitation Benjamin. Merci à toi de t'être déplacé. C'est un honneur de te recevoir sur le Crypto Daily. Pour la petite histoire, quand on a commencé les interviews du Crypto Daily, donc en novembre dernier, on avait directement pinpoint Alexandre Stachenko sur le podcast. Tu es un homme très demandé, donc c'était assez compliqué de pouvoir prévoir cette session. Mais merci beaucoup vraiment d'avoir accepté et d'avoir fait en sorte qu'on puisse t'interviewer aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Je te propose qu'on commence directement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc je suis Alexandre Stachenko, je suis un entrepreneur, auteur, conférencier franco-canadien. J'ai lancé une boîte en 2015 qui s'appelait Blockchain France, puis qui a évolué en Blockchain Partner avec plusieurs associés, dont Claire, je crois que tu as déjà reçu. Et donc boîte de conseils, d'expertise sur les sujets crypto, bitcoin, etc. Et également la Chaintech, puis qui est devenue la DAN, qui est l'association des professionnels du secteur crypto en France. Donc j'ai la boîte Blockchain Partner, on l'a montée jusqu'à une vingtaine de personnes avant d'être acquis par KPMG. Et donc aujourd'hui, mon titre est de directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Je suis toujours cofondateur de la DAN, je suis au board, mais j'ai été président de la Chaintech pendant un moment et je ne suis plus président de cette association, là. Super, merci. Tu nous dis franco-canadien. T'as vécu là-bas, t'es né là-bas ou t'es juste originaire du... Mon père est canadien, donc j'ai la moitié de ma famille au Canada. Où ça, au Canada ? Ça dépend, j'en ai à Toronto, à Montréal. La plupart sont à Montréal. Okay. En réalité, Montréal ou banlieue, j'ai Saint-Lambert et autres petites bourgades autour de Montréal. Trois-Rivières ? Trois-Rivières, je suis allé, mais je n'ai pas de famille à Trois-Rivières. Il n'y a qu'une prison à Trois-Rivières. Bon, je te dis ça un petit peu parce que j'ai vécu moi 5 ans là-bas à Montréal. Et donc j'ai beaucoup voyagé aussi donc, dans tout le Québec et adoré. Ma femme d'ailleurs est québécoise. Fort bien, j'espère qu'elle a gardé son accent. Au moins. Pas du tout, en fait elle l'a jamais eu. Elle me tuerait de dire qu'elle est québécoise, elle est canadienne, elle se considère canadienne. C'est marrant parce qu'en plus on pourrait... le Canada c'est un pays fascinant parce que c'est un très grand pays, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Et ensuite c'est un pays qui est vraiment aujourd'hui dans une volonté de recevoir le plus de gens possible parce qu'il y a tellement d'endroits, de terres disponibles, il y a tellement d'opportunités économiques, les voisins c'est les États-Unis, etc. Et donc en fait, il ne faut pas oublier que le Canada c'est une fédération au départ. Et donc quand tu es dans les rues de Québec, ville, et quand tu es dans les rues de Toronto, tu as l'impression, du point de vue de l'européen, c'est pas le même pays. Pas du tout. Vraiment, Québec-ville, tu sens qu'il y a ce côté en fait très français d'une certaine façon. À Toronto, par exemple, moi je suis pas un grand fan de Toronto parce que je suis plutôt dans la tradition française, en tout cas sociétalement parlant. Donc Toronto, c'est très, si je caricature un peu, c'est vraiment des communautés qui habitent les unes à côté des autres et qui utilisent l'anglais comme langue commune pour se parler. Québec, tu sens qu'il y a un élément identitaire autour du français, qu'il y a une tradition philosophique qui est pas la même, qui est beaucoup plus affiliée à l'universalisme, etc. que c'est français. Donc c'est très drôle comme pays, mais effectivement si je devais y aller je serais plutôt côté Québec. Moi j'ai prévu d'y retourner prochainement, de retourner redéménager là-bas d'ici une bonne année et demie. À Montréal du coup. À Montréal. Montréal c'est vraiment l'intersection des deux, mais c'est clairement en train de se transformer plus en Toronto qu'en Québec. Mais on est en cours, c'est pas... Moi je suis parti de là-bas en 2019, j'ai pas eu l'occasion de revenir depuis, mais j'ai adoré mon passage là-bas, c'était... Ok, il y a beaucoup de travaux, il fait froid l'hiver, c'est compliqué, mais quand tu vas behind this, c'est un kiff total en fait. Les gens sont sympas, les gens sont souriants. Enfin, on est en train de parler de Montréal, du Canada, mais en tout cas, non, ça reste une destination que je conseille d'aller faire en hiver. En tout cas, pour ceux qui veulent y faire effectivement de l'immigration au sens aller y travailler, en règle générale, ils sont assez preneurs de force de travail et assez on est bien reçus.
Donc pendant le Covid, j'ai fait le mariage de mon frère pendant la période Covid. On m'a demandé à moi et ma conjointe des questions très personnelles. Vous êtes rencontrés quand? Est-ce que vous êtes vraiment ensemble, etc. Parce que sinon ils montent pas dans l'avion. Hein. Oui. Donc bon, bref, ils ont été très fermés là-dessus. Tu nous disais que donc tu as commencé Blockchain France, c'est ça? En 2015. Comment c'était en 2015? À quoi ça ressemblait? Il y avait quoi? Il y avait rien en fait. C'était ça le constat. Quand on a, alors moi en gros 2015, c'était mon année de césure d'étudiant, donc j'étais en école de commerce, le SCP. Okay. Et donc en fait, moi j'ai toujours eu un peu ce tempérament qui a cherché à éviter le monde professionnel le plus longtemps possible, parce que je suis un peu décalé, on va dire. Et donc je me faisais du monde professionnel une image vraiment étouffante, qui empêche de s'exprimer, pas de créativité, ce genre de truc. Et donc j'ai essayé de l'éviter le plus longtemps possible. Donc quand je pouvais faire des missions humanitaires au lieu de stage, je les ai faites. Quand il fallait repousser des choses, je les ai faites. Sauf qu'à un moment donné, si on veut le diplôme, il faut travailler. Et donc j'ai trouvé un stage qui devait commencer chez EY, donc concurrent de KPMG, en septembre 2015. Et en fait, comme les cours terminaient en avril-mai, je me suis dit ça va être drôle 2 semaines de rien faire, mais au bout de 2 semaines, ça va te faire chier. Donc je trouve autre chose. Et j'ai trouvé un stage dans un cabinet de conseil en moyens de paiement innovants qui s'appelle Asana Consulting, qui est d'ailleurs qui est l'ancien cabinet aussi où travaillait Michel Kazaka. Okay. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai été amené à me questionner parce que j'ai eu du temps libre et je me suis dit, en fait, je suis dans un cabinet de conseil en moyen de paiement innovant. Qu'est-ce qui est un moyen de paiement innovant en ce moment? Et donc j'ai creusé un petit peu. Et en fait, juillet 2015, qui était donc littéralement le début de mon stage, c'est la sortie d'Ethereum. Enfin, c'est août 2015. Et donc quand j'ai creusé, là j'ai fait Ethereum, blockchain, etc. J'étais vraiment pris de passion de ce sujet. Je me suis dit, mais c'est formidable, putain, c'est hyper stylé. Il y a des enjeux extrêmement importants, politiques, etc. Et j'ai demandé à mon patron qu'on aille payer en bitcoin à un bar, qui est le Soft Bar à Paris. Et en fait, l'expérience utilisateur était absolument nulle. Hein. C'est pas la faute du Soft Bar évidemment, mais à l'époque, faire une transaction bitcoin, ça voulait dire le QR code, regarder le prix en direct du bitcoin, attendre les confirmations, de manière parfaitement légitime, puisqu'à l'époque, les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais il y avait très peu de sans contact, par exemple, paiement sans contact. Et donc du coup, il a préféré orienter son expertise sur les NFC sans contact, etc., plutôt que sur bitcoin. Et il a eu raison, je pense. Mais moi, je suis resté avec ce truc du genre, non, ok, c'est absolument nul comme expérience utilisateur, mais je sens qu'il y a un truc. Et quand j'en parlais avec 2 amis au départ, qui étaient Clément et Antoine, je leur ai dit, mais il y a un truc qui est hyper stylé là et personne n'en fait rien. Mais c'est juste que moi j'ai un tempérament plutôt analyste. En réalité, j'ai pas un vrai tempérament d'entrepreneur. Enfin, peut-être que j'en ai un meilleur maintenant aujourd'hui, mais à l'époque non, pas du tout. Et donc j'en ai rien fait de ce constat. Donc je suis juste rentré chez moi en me disant, putain, c'est terrible, flûte. Et il se trouve que ces 2 amis ont des tempéraments de machine de guerre. Et donc à peine le sujet a été évoqué que 2 semaines après, il y avait un site web qui était sorti, quoi, et qui s'appelait Blockchain France et qui était parti de ce constat où effectivement, quand moi je cherchais des informations sur internet sur la blockchain, il n'y avait absolument rien en français. Rien, c'est-à-dire vraiment les premières pages Google, c'était 100% anglais. Donc on a fait Blockchain France, qui au départ était un média francophone. On était au départ pas très, on avait les moyens de nos ambitions, hein, donc un petit WordPress où on traduisait des articles d'autres personnes, parce que on ne prétendait pas spécialiste particulièrement. Et en fait, de fil en aiguille, le média est devenu important. Il nous a permis d'être pas mal visible. On a eu la chance aussi de tomber au moment où The Economist a fait sa une sur la blockchain en disant que ça allait révolutionner le monde, donc tout le monde s'y intéressait. Et en fait, mécaniquement, vu qu'on était les seuls à faire du contenu en français, on a commencé à faire effet boule de neige, à transformer ça en entreprise, à faire des formations, des conférences, puis du conseil. On a rencontré, alors Claire évidemment est rentrée dans l'aventure juste avant qu'on transforme ça en entreprise. Et puis on a rencontré 2 autres personnes qui s'appellent Adrien et Emilien. Voilà. J'allais revenir sur Emilien. Qui eux avaient fondé une autre entreprise qui s'appelle Labo Blockchain et qui faisait la partie ingénierie. Et on a travaillé ensemble, en fait dès le début. Officiellement, Blockchain France a été immatriculé en mars 2016 et en avril 2016 on remportait l'appel d'offres pour la Banque de France. Donc on a déjà travaillé ensemble dès le premier mois, quoi. Et après, donc, comme on a travaillé tout le temps ensemble, alors Clément, Antoine et moi on est retournés en cours parce qu'on n'avait pas fini l'école, mais on continuait de travailler la boîte à côté. Et en 2017 on était libre comme l'air, donc on a dit quitte à être libre et à dédier tout notre temps, est-ce qu'en plus on ferait pas la fusion avec Labo Blockchain? Donc c'est devenu Blockchain Partner. Et à partir de là, Maxime également nous a rejoints, et comme Adrien et Emilien sont partis assez rapidement après, Maxime a été monté au capital et a pris la direction technique de l'entreprise. Reste qui aujourd'hui? De Blockchain Partner, en associé, il reste moi. Okay. C'est tout. Et après, en
en historique de avant KPMG, il reste quelques personnes. Il y a Stanislas qui commence à passer pas mal dans les médias parce qu'il est très très bon. Il y a Charles, il y a Agathe, il y a Charlie, enfin bref, il y a plein de gens dans cette formidable équipe. Il y a beaucoup de gens qu'on salue en tout cas aujourd'hui. J'en profiterai aussi, on l'a cité tout à l'heure, mais pour saluer Michel Kazaka, parce que je sais qu'il est friand des interviews. Donc salut Michel. À quand une interview? Salut Michel. Et on va refaire un peu de pub quand même pour le soft bar. En 2015, il acceptait déjà Bitcoin? Il acceptait déjà, même de mémoire, c'est 2013, 2012, enfin quelque chose comme ça. Et oui, en fait, je pense qu'il a été le lieu de rencontre et de test d'un nombre assez conséquent de gens de la communauté qui, en fait, quand ils cherchaient à avoir une expérience de paiement, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller là et ils étaient très contents de trouver un endroit qui leur permettait de le faire. En plus, il est assez central dans Paris, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le soft bar en plein milieu de Paris, donc un bar très sympa, c'est là-bas qu'il y a les Bitcoin Meetup tous les mois. Et même l'accueil est très très sympathique, à chaque fois on est bien reçu, et allez faire un tour parce que vraiment voilà, c'est sympathique et vous allez toujours tomber sur des bitcoiners a priori souvent. Pour l'instant ça s'est pas encore renommé le Web3 bar, donc mais voilà, la typologie de gens évolue et c'est normal au fur et à mesure des années puisque le Bitcoin attire des gens très différents. Comment as-tu rencontré Claire? Claire, on était dans la même école. Alors elle était l'année au-dessus. Donc en fait, c'est pour ça que Clément et Antoine, on se connaissait mieux parce que on était dans la même année à l'ESCP. Donc en fait, on a fait des cours ensemble, etc. Alors Clément, c'est même plus ancien que ça puisque j'étais au collège avec lui. Même si on s'était perdu de vue entre les deux, on s'est retrouvés à l'ESCP. Et Antoine, on était dans les mêmes classes plus ou moins. Et Claire, elle était l'année au-dessus. Mais en fait, l'ESCP, à la fin de notre première année, il y a eu un changement de directeur. C'était Édouard Husson, c'est passé à Franck Bournois. Et en fait, au moment où le directeur a été parti. En fait, on s'est pas mal posé de questions entre étudiants parce qu'on a été les derniers à être mis au courant, quoi. Et donc on s'est dit c'est pas normal que dans une école la presse apprenne avant nous que va y avoir un changement de directeur, d'autant plus que ça allait impacter évidemment le cursus pédagogique, l'ambition de l'école, etc. Et donc en fait on s'était réunis à la fin de la première année avec des gens de plusieurs promos pour fonder ce qui s'appellera par la suite l'Agora. Et l'Agora, c'était l'organe de représentation étudiant qui en gros essayait de prendre le rôle que le BDE avait été censé historiquement avoir, mais en fait au fur et à mesure des années, avec les élèves étrangers, les élèves des autres promos, etc., le BDE s'était transformé un peu en cette machine à organiser des soirées. Enfin, je fais très court, c'est pas exactement ça, mais donc c'était. Ils y participent fortement en tout cas, mais en tout cas, ils n'avaient plus ce rôle de faire ce lien entre les étudiants des différentes promos, des différents masters, des différents pays, etc. et l'administration pour avoir des retours sur la qualité des cours, sur là où on veut aller, etc. Donc on a fondé ça ensemble et donc Claire était dans ces étudiants-là et moi aussi, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. C'est une question qu'on pose à tous nos intervenants. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie? Avant que tu répondes, je tiens juste à décrire la scène. Tu es avec ton téléphone en train de lire un texte parce elle a l'air très très longue la citation, donc je vais te laisser nous la donner. Il y a une première citation qui est très courte que j'ai citée souvent ces derniers temps parce que je la trouve très éloquente et qu'elle arrive à qualifier pas mal ce qu'on a fait, notamment d'un point de vue de la régulation. C'est une citation de Charles Péguy, je crois, qui est ils ont les mains propres mais ils n'ont pas de mains. Et donc ça je l'aimais beaucoup parce que ça qualifiait parfaitement ce qu'on essayait de faire avec la régulation, c'est-à-dire en gros oui tout est propre, les gens seront parfaitement safe, il n'y aura pas de problème, tout sera régulé, et le problème c'est qu'on n'aura pas de boîte, donc ça ne sert à rien. Et la deuxième citation effectivement qui est plus longue et qui est loin des cryptos, je vais vous la donner puisqu'elle fait quand même 7-8 lignes, c'est une citation d'Épicure dans sa lettre à Ménécée, retour en cours de philosophie, sur l'autosuffisance, qui est un précepte de vie que j'aime beaucoup, et qui dit quoi cette citation? Elle dit: ainsi nous considérons l'autosuffisance comme un grand bien, non pour satisfaire à une obsession gratuite de frugalité, mais pour que le minimum, au cas où la profusion ferait défaut, nous satisfasse. Les mets les plus simples apportent autant de plaisir que la table la plus richement servie, quand est absente la souffrance que cause le besoin, et du pain et de l'eau procurent le plaisir le plus vif quand on les mange après une longue privation. Donc c'est une citation qui est très longue, effectivement, mais qui connecte pas mal avec un sujet, avec plein de sujets, avec une philosophie de vie, une façon de voir le monde, une façon de se tenir en retrait de la consommation notamment, et de se rapprocher de la sobriété, quelque chose que j'ai à cœur et que je pense qui est nécessaire notamment dans le cadre de la crise climatique que nous vivons.
et qui en fait va un peu au-delà du cliché qu'on a sur la sobriété, à savoir l'autoflagellation permanente, la privation, etc. C'est pas une question de privation, c'est une question vraiment qu'on pourrait résumer en se disant dans la vie de manière générale, le plus longtemps on peut éviter de transformer un confort en besoin, le mieux on se porte, puisque c'est très lié au sujet de la liberté, qui est un sujet qui est assez cher à nos amis bitcoiners. Quand quelque chose qui était superflu ou confortable, parce que ça peut être juste, voilà, c'est un confort, on mange bien, etc. À partir du moment où on s'y habitue, ça passe de confort à besoin. Et quand quelque chose est un besoin, on n'est plus libre, puisque s'il n'est pas satisfait, on est malheureux. Donc c'est tout ça qu'il y a dans cette citation que j'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de bon temps, qu'on ne peut pas avoir un peu de confort à droite à gauche, mais il faut, selon moi, après je fais la morale à personne, mais il faut selon moi, autant que faire se peut, essayer d'être mesuré dans toutes ces choses pour que ça reste du confort justement et que ça ne se transforme pas en besoin qui nous asservisse. TMTC Épicure comme on dit. Merci donc pour ces 2 citations, effectivement les 2 étant au pinpoint. Ça m'a rappelé quelque chose, la citation. Tu as dit une phrase à Surfing Bitcoin l'an dernier. Ça y est, tu sais de laquelle je parle, j'imagine. A priori, ça concerne le général. Ça concerne le général de Gaulle. Donc, je vais répéter ta phrase, tu me dis si je me trompe. Je suis persuadé que de Gaulle aurait été bitcoiner. C'est bien ça? J'ai dû dire un truc du genre, j'ai fait mon analyse, et enfin bref. Mais oui, c'était ça le fond de la pensée, oui. Est-ce que tu peux nous redire comme ça en une petite minute d'où elle est sortie ça? C'est très lié à la pensée assez souverainiste de Gaulle. En fait, quand on reprend les écrits les conférences de presse en réalité surtout de Gaulle dans les années 60, pour la petite histoire, ceux que ça intéresse dans l'article sur l'écologie que j'ai sorti récemment, toute la partie historique, il y a une partie assez conséquente qui est consacrée aux années 50-60, parce que c'est le moment un peu charnière dans l'histoire où justement aux États-Unis, on a les programmes de welfare de la Great Society, mais en même temps, on a la guerre du Vietnam, qui sont 2 choses qui coûtent immensément d'argent. Et en fait, en France, le général de Gaulle revient au pouvoir et il se positionne sur un on va dire entre les blocs, non aligné d'une certaine façon. Pour lui, c'était une puissance d'équilibre, la France. Donc, d'ailleurs, la France est par exemple le premier pays à avoir reconnu la Chine communiste, par exemple. Donc, c'est pas qu'il a des sympathies pour l'URSS ou qu'il a des sympathies pour la Chine ou qu'il a pas de sympathie pour les États-Unis, mais c'est juste qu'il ne voulait pas être un vassal d'un quelconque pays et donc se situer dans cette puissance d'équilibre. Et en fait, quand il se positionnait sur le sujet monétaire notamment, à ce moment-là, donc lui, De Gaulle, il faut bien comprendre que lui, il est né il y a fort longtemps, dans un moment où l'étalon or est encore en vigueur, puisqu'il a fait la Première Guerre mondiale, après il a fait la guerre même Pologne-URSS à la sortie de la Première Guerre mondiale, il a fait la Deuxième Guerre mondiale comme chacun le sait, et donc en fait, même monétairement parlant, il a connu un monde où l'or est l'étalon. Mais il a aussi connu la dérive vers le monde où le dollar est l'étalon. Et lui, ce qu'il constate, et c'est ce que tout le monde aurait dû constater à l'époque, c'est qu'effectivement, quand on donne la clé du système monétaire international à une puissance, et ben en fait, elle en abuse parce que pourquoi pas. Et donc lui, ce qu'il disait dans les années 60, il y a une conférence de presse qui est assez connue d'ailleurs qu'on peut trouver sur YouTube pour les gens que ça intéresse, dans lequel il fait tout un argumentaire en faveur de l'or, où il dit justement, il parle du fameux privilège exorbitant des États-Unis, qui est une expression consacrée maintenant depuis ces années-là, où il dit que en gros le système est très mal équilibré parce que pour les États-Unis, quand ils ont une balance des paiements qui est déficitaire, ils peuvent toujours, en fait, ils ne peuvent pas faire faillite puisqu'ils peuvent toujours payer l'étranger, comme il dit, en imprimant de l'argent, parce qu'en fait, c'est de la monnaie qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, pour la citation exacte. On est en 60, je dirais 4 ou 5. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Alors, ça a changé en pire, si on veut avoir vraiment la version totale, puisque depuis 71, le dollar n'est attaché à rien du tout, alors que dans les années 60, il est théoriquement attaché à l'or. Et donc quand on regarde, je renvoie encore une fois à mon article, par exemple les réserves de la France, de la Banque de France notamment en or et en réserve de dollars, on voit qu'à partir du moment où De Gaulle prend le pouvoir, en fait il stacke de l'or et il se défait de ces dollars, jusqu'à un épisode d'ailleurs que les gens ne savent pas assez, mais il a envoyé la flotte de guerre américaine à New York pour récupérer de l'or. L'or était à Fort Knox, mais en gros dans le système de Bretton Woods, c'est les États-Unis stockent l'or,
Et ensuite, tout le monde paye en dollars, mais ils garantissent, ils promettent à tout le monde qu'à tout moment, si vous voulez, vous pourrez récupérer votre or. Sauf que dans les années 60, ça devient à peu près évident que quand ils ont 25 milliards de dollars détenus à l'étranger et 11 milliards de réserves d'or, il y a un truc qui déconne. Donc le général de Gaulle, la Suisse, de mémoire la RFA a suivi juste après, ont commencé à dire attendez, il n'y aura pas d'or pour tout le monde. Et donc en fait, ils ont fait un bank run vers les États-Unis. Donc pourquoi de Gaulle aurait été bitcoiner? Parce que pour les mêmes raisons pour lesquelles il était en faveur de l'étalon or, c'est-à-dire qu'il alors j'ai plus la citation exacte de la fin de sa conférence de presse, mais c'est quelque chose du genre en réalité nous ne voyons pas d'autres instruments de règlement international que l'or, parce qu'il n'est pas national justement. Il n'est pas attaché à la volonté propre d'un pays. Donc c'est pour ça que pour moi il aurait été bitcoiner, parce qu'il aurait été très content de revenir à un étalon qui n'est pas national. Je peux dire que j'étais dans la salle quand cette phrase elle est sortie. Et ben s'il y avait des gens qui écoutaient pas, je peux te dire que d'un coup les têtes elles se sont tournées. C'était la puissance des petites assertions comme ça. C'était même pas prévu de la dire en plus. Hein, c'était une punchline parfaite. Alexandre, tu as écrit récemment un article très long. Ça pourrait être le début d'un livre. Ça pourrait. Probablement qu'il sera distribué à la chaux de fond pour le paradigme Bitcoin le 30 juin. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton article? Je peux reparler de mon article, oui. Alors, la genèse de l'article, il y a plusieurs genèses de l'article. Il y a une genèse un peu philosophique, qui est un travail personnel fait sur moi-même, de me dire, voilà, comment est-ce que finalement c'est aligné mes convictions environnementales et mes convictions sur Bitcoin? Et ce travail-là me rassure quant à ce point, voire me soutient. Et puis il y avait aussi plus une question d'éducation, où ce que j'ai pu constater notamment à gauche, dans le spectre politique, c'est qu'il y avait un blocage sur cette question, et que ça voulait dire que la gauche refusait de penser Bitcoin, parce qu'elle s'arrêtait à deux sujets, spéculation et destruction de l'environnement. Donc terminado, bonsoir, je ne veux plus y réfléchir. Et donc c'était très problématique, parce que ce que ça voulait dire, c'est deux choses. La première, c'était que du coup, il y avait toute une partie de la population qui n'avait pas accès à ça, parce qu'elle se sentait stigmatisée dans son propre camp si jamais elle s'autorisait à réfléchir. Et de l'autre côté, ça voulait dire que le Bitcoin prenait une couleur politique, parce que du coup, on a la même chose aux États-Unis. Maintenant, quand on est républicain, on a le droit d'être pro-Bitcoin. Quand on est démocrate, oulala, c'est nul. Donc en fait, cette polarisation est quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Et on la constate en France, malheureusement, aussi. Donc là, il y a des livres qui sortent en ce moment pour dire que Bitcoin est facho et d'extrême droite, ce qui est évidemment une aberration la plus totale. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point cette idée est... Bref. Mais donc ça, c'est sur la partie philosophique. Et puis après, il y avait une motivation qui était plus pratico-pratique, à savoir, de la même façon que j'avais écrit mon manuel de survie dans la jungle des poncifs, il y avait ce côté un peu frustrant de ma part de constater une forme de malhonnêteté intellectuelle de la part de beaucoup de gens qui ne travaillaient pas le sujet. Et je constatais que même du côté des bitcoiners, pour ceux qui souhaitaient défendre le sujet, en fait ça manquait d'éléments, ça manquait d'argumentaire construit. Donc je me suis lancé dans l'écriture en me disant je sais pas où je vais, et puis voilà, comme souvent ça m'arrive, j'écris des trucs trop longs. Donc la dernière motivation, et c'est peut-être ce qu'on va retenir, enfin ce que j'aurais espéré qu'on retienne, malheureusement c'est pas le cas, c'est toute la première partie de mon article, c'est-à-dire que je trouve que c'est un sujet de tribune que j'essaie d'écrire en ce moment, mais je trouve que pour une raison qui m'échappe, beaucoup d'industries, beaucoup de secteurs sont questionnés sur leur empreinte environnementale. La finance en fait partie, avec les normes RSE, les directions des financements, l'origine des investissements, etc. Mais pas la monnaie. Et donc ça me frustre beaucoup, parce que selon moi, et ça connecte particulièrement bien avec ce que je disais sur l'autosuffisance tout à l'heure, pour moi, ça fait partie des machines les plus destructrices de l'environnement. Le fait qu'il soit programmé dans le comportement de tous que l'argent te brûle les doigts, puisque l'inflation n'est pas un bug, encore une fois, c'est une feature, c'est une fonctionnalité, c'est souhaité. Le système financier travaille à ce qu'il y ait de l'inflation. Donc ça conduit à une posture économique où la rationalité est un comportement vicieux, à savoir prédateur des ressources, puisque tu ne peux plus épargner, donc tu ne peux plus faire de sobriété. L'autosuffisance dans ce monde-là, en fait, est débile. Parce que à chaque fois que tu te dis ça sert à rien de créer un nouveau besoin, parce que je pourrais me priver pour rendre le futur un peu moins incertain, pour acheter un avenir à mes enfants, pour whatever, et ben en fait c'est une décision débile, tu perds 5% par an.
Donc pour moi, c'est codé dans l'ADN de la monnaie actuelle fiat, fiduciaire, et on ne pourra pas faire de sobriété dans un monde avec cette monnaie-là. Donc je souhaitais mettre sur le devant de la scène cette question-là, et puis évidemment les questions opérationnelles sur l'équilibrage de réseau, le méthane, etc. etc. Alors, tu nous dis que l'inflation, c'est une feature. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en a pas tellement profité qu'on n'a plus le choix que de l'avoir? Est-ce que c'était pas une... Ah si, mais non, mais il y a un aspect presque religieux là-dedans, entre guillemets, l'apocalypse arrive. Nous avons passé les 50 dernières années, depuis 71 notamment, mais en réalité depuis les années 50, à vivre très largement au-dessus de nos moyens. Quand tu dis très largement, tu as des exemples, quelque chose? En fait, si tu considères globalement le train de vie, la dette mondiale, le taux d'endettement, etc. Tout ça. Ouais, enfin, plein d'indicateurs de consommation d'énergie, de ressources fossiles, etc., de nombre de gens qu'on a sortis de la pauvreté, de toutes les courbes qui sont en exponentielle. Et donc, sortir des gens de la pauvreté, c'est plutôt bien. A priori, on ne va pas trop s'écharper là-dessus. Mais en fait, normalement, si les choses avaient été normales, en 71, au moment du choc pétrolier, qui accessoirement arrive juste après justement la décorrélation du dollar avec l'or, on aurait dû avoir la courbe qui s'arrête d'être exponentielle. On aurait dû avoir un frein radical sur l'économie parce que l'énergie, c'est pas gratuit. L'énergie, c'est limité. Tout le monde n'en a pas. Et donc, on aurait dû s'arrêter. Et en fait, à ce moment-là, on aurait dû avoir une trajectoire moins exponentielle en termes de consommation de ressources. On a préféré acheter le présent au détriment du futur. Donc, on a préféré monter les endettements dans tous les sens. On a préféré faire l'illusion collective que tout se passe bien. On a préféré créer de l'argent. On a préféré décorréler ça des métaux précieux et de la rareté. Et donc, le système a pu reprendre son cours normal. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, ça fait 50 ans qu'on est sorti de ce qu'a été le quotidien de l'humanité depuis, globalement, qu'on est sédentaire, c'est-à-dire la rareté, la gestion de la rareté. La raison pour laquelle il y a des guerres, c'est que on ne peut pas tout savoir tout. Donc en fait, il y a des conflits autour des ressources. Et là, on voit bien qu'avec le Covid, avec la crise financière de 2008, avec la fin de l'URSS, etc., on était rentré, c'était ma thèse justement à Surfing Bitcoin, on était rentré dans ce monde un peu de l'illusion de la fin de l'histoire. Il n'y aura plus de conflits, on va tous être libéraux et démocrates, ça va être formidable. Et on est en train de sortir avec le mur de la réalité qui nous rappelle qu'en fait, il suffit de remettre des taux d'intérêt normaux pour que les États-Unis soient au bord de la faillite, pour qu'il y ait des banques qui fassent faillite tous les jours, etc. Donc on est dans cette illusion, quelqu'un va devoir payer, mais personne ne veut en prendre la responsabilité. Donc soit on continue l'illusion et à chaque fois on augmente le nombre d'étages duquel on va tomber, soit on arrête l'illusion, quelqu'un va prendre la responsabilité, ça va mal se passer pour lui. Pour toi, c'est quoi la suite à ça? La suite à ça, elle est assez peu réjouissante. Après, moi, j'ai pas de boule de cristal et c'est tellement multifactoriel que c'est un peu dangereux de faire des estimations dans le futur. Mais ou ton pire scénario, voilà, le pire scénario. Le pire scénario, il n'est pas très difficile à envisager. Le pire scénario, c'est que effectivement, il y a l'illusion collective. Enfin, le pire scénario. Pour qui? Le pire scénario à court terme, ce serait que on a la fin de l'illusion collective. Fin de l'illusion collective, ça veut dire globalement la quasi-totalité du système financier s'effondre parce qu'il ne peut plus survivre. En fait, j'ai regardé récemment le taux, peut-être que ça en choquera certains, mais c'est des données de la Fed. Il y a une entreprise sur 5 cotée aux États-Unis qui est une entreprise zombie. 1 sur 5. C'est-à-dire quoi une entreprise zombie? Une entreprise zombie, c'est une entreprise qui ne survit que parce qu'elle fait rouler sa dette. Donc en gros, dont la dette sert à financer le fonctionnement et non plus les investissements. Une entreprise sur 5 cotée. Donc là, je ne parle même pas des PME et autres. Donc on est dans un délire collectif absolument total. À partir du moment où on envoie des chèques aux Américains avec de l'argent gratuit, c'est le même délire total. Donc si cette illusion collective prend fin, le cataclysme, c'est qu'en fait, on va, d'une certaine façon, je le fais de manière très caricaturale, on retourne dans les années 70. Puisque dans les années 70, on a continué l'exponentielle qu'on aurait dû arrêter à ce moment-là. Donc, pour faire le lien avec ma citation de tout à l'heure, on a transformé du confort en besoin, et maintenant, on va devoir apprendre qu'en fait, c'était un confort et pas du tout un besoin. Et donc, il faut revenir au stade d'avant. Ça, c'est une vision effectivement assez pessimiste, assez malthusienne, diront certains, pourquoi pas. Mais il y a un scénario dans lequel, pas du tout, je sais pas, on arrive à faire de la fusion nucléaire demain, c'est industrialisable dans 5 ans, et on repart sur l'énergie infinie, etc., etc. Pourquoi pas, mais c'est juste que d'un point de vue de l'environnemental, c'est un risque qu'on peut difficilement se permettre dans la mesure où le scénario où on peut industrialiser une technologie qui sort à peine des laboratoires aujourd'hui dans moins de 5-10 ans et le répartir partout sur la planète pour tous les usages humains me semble difficile.
Donc vraiment l'année où ça s'est joué, c'était 71. 71, c'est une année. Alors il y a même un site pour ceux que ça intéresse, même si c'est des corrélations et pas des causalités, mais il y a un site très marrant qui s'appelle What the fuck happened in 1971, WTF happened in 1971, et qui en fait est une collection de plein de graphiques économiques, sociaux, financiers, etc. et qui montre qu'en 71 il y a plein de trucs qui partent en cacahuète. La décorrélation, par exemple, il y a une courbe qui est marrante. La courbe de la rémunération du capital et celle de la rémunération du travail, c'est des courbes qui sont littéralement superposées jusqu'en 71. En 71, celle du travail stagne, celle du capital repart à la hausse. Donc c'est plein de courbes comme ça. Encore une fois, ce sont des corrélations et pas des causalités forcément, mais ça ouvre des perspectives d'analyse, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Mais oui, en 71, c'est une année charnière, mais si on veut faire un peu de causalité dans l'histoire, 71 n'aurait pas existé sans 44, 44 n'aurait pas existé sans la guerre de 14, la guerre de 14 n'aurait pas existé, blablabla, et on peut remonter très longtemps. Merci d'écouter le Crypto Daily. Alexandre, donc on parle un peu beaucoup d'histoire depuis tout à l'heure. T'es passionné d'histoire, j'imagine? Je me revendique pas spécialement historien, qui est un métier difficile, mais je suis passionné d'histoire. Je pense que c'est quelque chose qui explique. En fait, l'histoire explique beaucoup le présent. Et il y a un truc avec l'histoire qui est une forme d'effet de seuil. En fait, quand on s'y intéresse de manière un peu superficielle ou qu'on suit juste les cours à l'école, on peut avoir tendance à penser bon, c'est chiant, c'est dans le passé, ça sert à rien, etc. Puis on a l'impression qu'en gros, il faut apprendre des dates. Azincourt, 1415, Marignan, blablabla. Et en fait, il y a une forme d'effet de seuil, c'est-à-dire que quand on commence à additionner une collection de connaissances historiques, on atteint un seuil à partir duquel on commence à mettre en musique. Et on commence à comprendre que ce qui se passe en France à ce moment-là, c'est peut-être dû à ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là. Et ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui est dû à ce qui se passe en Inde. Et ce qui se passe en Inde et là, on met en musique un petit peu des dynamiques mondiales. Et en fait, ça explique énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est passionnant comme sujet. T'as toujours été passionné d'histoire? Toujours, je sais pas, mais en tout cas, quand j'étais petit, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup, oui. Okay. Je faisais aussi partie, je sais pas si c'est ton cas, mais de ces élèves qui adoraient l'histoire géo à l'école. Moi, j'étais vraiment le seul cours auquel j'étais content d'aller, c'était l'histoire géo. Ouais, alors moi j'étais plutôt un élève curieux, donc j'allais assister à pas mal de cours en fait, avec pas mal de plaisir. Mais l'histoire, typiquement, par exemple, quand j'ai voulu faire prépa, moi je suis quelqu'un de technophile, mais en même temps je suis quelqu'un d'assez généraliste. Donc j'ai longtemps hésité à faire prépa scientifique ou commerciale, enfin économique, et la géopolitique fait partie des choses qui m'ont plutôt décidé vers l'économique et commercial. Je te propose qu'on se refocus légèrement. Donc, quel est aujourd'hui ton rôle chez KPMG? Mon rôle, alors mon titre est directeur blockchain et crypto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équipe, une business unit pour parler des anglicismes du business, qui est dédiée au sujet blockchain et crypto chez KPMG France, dont j'ai la responsabilité. Et donc aujourd'hui nos activités principales, elles s'orientent sur plutôt les grandes entreprises, institutions financières, auxquelles on va apporter des connaissances crypto, du conseil crypto, etc. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'on essaye d'infuser en interne les connaissances crypto pour que KPMG soit en capacité d'aider les boîtes crypto sur des sujets pas crypto, type comptabilité, juridique, etc. Donc ça veut dire qu'on a à la fois dans nos clients, on a des directions financières, par exemple, direction financière de grands groupes de luxe, par exemple, qui vont avoir des questions sur, voilà, ma boîte gère des NFT, qu'est-ce que ça veut dire pour la direction financière? Ça veut dire qu'il va falloir faire de la self-custody peut-être, qu'il va falloir choisir des prestataires, qu'il va falloir éduquer les directions financières aux conséquences fiscales, aux conséquences comptables, etc. On va avoir parfois aussi à travailler avec les équipes directement en charge de ces sujets NFT, etc., Web3, Metaverse, machin. Et puis on a aussi beaucoup les institutions financières, parce que pour elles c'est un sujet extrêmement stratégique. Plus elles attendent, plus elles le constateront à leurs dépens malheureusement, puisque maintenant il y a des pans entiers de leur clientèle qui sont en train de partir parce qu'il n'y a pas de services crypto dans les banques. Donc il y a un vrai sujet de stratégie long terme, d'investissement dans des boîtes, de positionnement dans l'écosystème, etc., sur lesquels on les aide autant que faire se peut. Très clair, merci beaucoup. C'est ça que j'aime bien quand je reçois des pros et souvent des orateurs. En fait, je pose la question, j'avais des questions à poser derrière, j'ai même plus besoin de poser les questions qui vont derrière, c'est réglé. Donc vous étiez à la tête tous les deux de Blockchain Partner chez KPMG France jusqu'au départ de Claire. Comment est-ce que tu as accueilli son départ? Comment j'ai accueilli son départ? Bon, déjà, je l'ai appris évidemment bien avant, puisqu'on discute quand même. J'étais
content pour elle et j'étais triste pour moi, si on le résume assez rapidement. Content pour elle parce qu'elle avait envie de passer à autre chose, elle voulait voilà, faire ces choses et ça se sentait que c'était un besoin. Donc je suis pas un grand fan enfin pas un grand fan. J'essaye autant que faire se peut quand je croise des gens dans ma vie qui sont, comme c'est souvent le cas, bloqués dans leur métier, de leur dire bah voilà, en fait éviter ce syndrome qui consiste à rester bloqué pendant 10 ans parce que vous vous dites dans 6 mois il y a un truc de plus, il y a une promotion, il y a un machin, il y a un bidule et en fait vous vous réveillez 10 ans plus tard en disant mais merde qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 ans. Et donc je suis pas en train de dire que Claire était en train de perdre 10 années, hein, c'est pas ça, mais par contre ça se sentait qu'elle commençait à avoir envie d'ailleurs et donc j'étais très content qu'elle puisse le faire et d'assumer de le faire, d'autant plus que on avait déjà passé 1 an à KPMG, donc on avait commencé à entamer la transition et qu'elle pouvait partir sans que ce soit extrêmement préjudiciable pour l'équipe qui reste. Et moi, de mon côté, évidemment, j'étais triste puisqu'on était un duo qui fonctionnait bien, donc je me retrouvais tout seul devant mes responsabilités. Vous avez écrit un livre ensemble, tu nous en parles un petit peu ? Oui, alors c'est un livre qui est dédié aux néophytes. J'invite tout le monde à faire l'expérience d'ailleurs. Si vous allez sur Amazon ou Fnac, peu importe, et que vous tapez Bitcoin ou livre Bitcoin, en fait vous allez avoir des pages et des pages de bouquins qui essayent de vous apprendre comment devenir riche en 2 minutes. Ce qui est extrêmement frustrant parce que la conséquence de cela, c'est que tous ceux qui achètent ce genre de bouquins et qui pour la quasi-totalité en fait se retrouvent pauvres en 2 minutes, eh bien en fait sont détournés des vrais sujets d'intérêt, en tout cas ce que moi je considère des vrais sujets d'intérêt, donc les enjeux politiques, économiques, etc. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait un manque là-dessus. Donc on a souhaité écrire sur le sujet. On a focalisé une bonne partie de notre bouquin en fait sur pas du tout les cryptos, parce que un des problèmes avec les cryptos, c'est que souvent on essaie d'expliquer la solution avant le problème. Et donc typiquement on a 30-40 pages qui parlent de c'est quoi la monnaie, d'où ça vient, le système monétaire économique actuel, et pour qu'on se mette dans un état d'esprit qui permette de comprendre à quoi répond Bitcoin notamment, et puis après le reste des cryptos. Donc c'est un bouquin qui est à destination des néophytes, comme je le disais, qui ont envie de comprendre les enjeux, mais qui n'ont pas envie de nécessairement devenir experts ou y passer un temps incommensurable. C'est pour alimenter les discussions en famille, d'une certaine façon. À quoi correspond Bitcoin alors ? Il n'y a personne avec nous dans la salle, mais s'il y avait quelqu'un qui était là et qui ne connaissait rien de Bitcoin, pas très jeune, on va dire entre 50 et 60 ans, comment tu lui expliques Bitcoin ? En version assez simple, c'est la métaphore que j'utilise depuis des années, c'est que Internet a un problème fondamental qui est que c'est une technologie de copie d'informations. Donc rien n'est rare sur Internet parce que tout est copiable, duplicable à l'infini. Et Bitcoin, c'est la première technologie qui permet de créer de la rareté numérique. Donc ça permet de s'envoyer et de stocker de la valeur en ligne sans avoir recours à un tiers de confiance. Pourquoi ce tiers de confiance il est important ? Parce que en fait, le tiers de confiance aujourd'hui, ce n'est qu'une solution palliative à ce problème d'Internet, à savoir qu'on ne sait faire que de la copie. J'utilise toujours le même chiffre, c'est que dans les années 60 en France, il y a 6 millions de comptes bancaires. C'est absolument rien. Aujourd'hui, c'est 99% de taux de bancarisation. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de l'humanité, la banque, déjà, c'est pas très vieux, c'est Renaissance en Europe notamment. Et ensuite, pour la plupart des gens, détenir de l'argent quand ils pouvaient épargner, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'était en fait l'avoir sur soi, des expressions qui sont restées dans la langue française, dans son bas de laine, sous son matelas, etc. Clairement, c'était ça, avoir de l'argent. Et ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80, etc., c'est qu'on a eu l'éruption du numérique. C'était impossible de ne pas se numériser parce que c'est tellement une révolution d'efficacité opérationnelle qu'on est obligé de passer par là. Sauf que l'argent, c'est de la rareté. Si on peut tous commencer à s'envoyer 10 € et à les copier comme on veut, ça n'a plus aucun sens. Donc, on a mis les tiers de confiance qui étaient originellement optionnel, c'est-à-dire si tu as envie d'avoir un compte bancaire, tu peux, mais c'est pas obligatoire. En fait, c'est devenu presque obligatoire, voire obligatoire, puisque pour toucher son salaire en France maintenant, il faut un compte bancaire, en tout cas au-delà du SMIC. Et donc, ce Bitcoin, c'est un retour à la propriété dans le monde numérique, chose qu'on a oubliée, puisqu'on ne peut plus posséder dans le monde numérique. Aujourd'hui, tout ce que vous possédez dans le monde numérique n'est pas en réalité un actif, mais une créance. Et après, il y a toute la partie systémique et monétaire sur tout ce dont on a discuté avant. Mais d'un point de vue technologique, c'est ça, en tout cas. As-tu ou avez-vous prévu d'écrire d'autres livres sur la crypto et sur Bitcoin ?
Des livres, je sais pas, peut-être, on verra. C'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Des articles, oui. Je sais pas encore les formats. J'écris. Déjà, théoriquement, j'écris tous les mois puisque j'ai une chronique sur BFM Business et que je l'écris puisque c'est le principe d'une chronique. Souvent des masterclass quand même. C'est pas moi de le dire, en tout cas, merci. Il y en a certaines. Pour info, on en a fait passer une que tu avais fait juste avant Noël. Ouais. Sur l'utilité sociale. C'est ça. Elle était tellement clean, il y avait tellement rien à rajouter, c'est que je ne l'ai pas raconté sur le podcast. J'ai pris l'audio, je l'ai mise, j'ai tout coupé, j'ai dit allez écoutez ça parce que tout le monde devrait l'écouter. Bah, c'est très gentil, je vais demander les droits d'auteur. Je rigole. Donc en tout cas j'écris régulièrement puisque j'ai ce rendez-vous mensuel. Et puis sinon j'écris quand j'ai un thème en fait. Je n'aime pas écrire sur... Enfin j'aime pas écrire. C'est pas quelque chose que je fais usuellement, je peux l'apprécier, mais ça dépend. Écrire sur l'actualité, sur le temps rapide. Il s'est passé un truc, qu'est-ce que ça... Voilà, bim, on va réagir, on va commenter. Donc j'aime bien laisser un peu de temps pour infuser, comprendre ce que ça veut dire en rapport avec d'autres informations, avec d'autres événements. Est-ce que ça s'inscrit dans une tendance? Est-ce que c'est marqueur de quelque chose qu'on peut analyser, etc. Donc ça prend un peu de temps. Après j'ai des formats longs, etc. Donc j'écris, et puis quand il se passe des trucs, je publie. Mais là, a priori, oui, je pense que je suis en train d'écrire des trucs là, donc il devrait y avoir des choses dans les prochaines semaines. On retourne en arrière, donc on est 2015, 2016, 2017, ou même, tu sais quoi, les mêmes jusqu'à 2022. Quels sont les défis auxquels toi tu as été confronté en tant qu'entrepreneur blockchain? C'était quoi vraiment, où c'était compliqué? J'imagine ouvrir un compte bancaire au début ça a dû être très compliqué. Alors sur notre boîte en particulier, on a eu moins de problèmes que les autres parce qu'on faisait du conseil déjà, on touchait pas aux cryptos. Et ensuite on parlait, je suis même pas sûr qu'on parlait de blockchain dans nos statuts. On avait parlé de services informatiques ou un truc comme ça, ou de conseil et de formation. Donc en fait on a eu moins de problèmes parce qu'on n'a pas été interrogé là-dessus. Accessoirement, pendant longtemps, notre interlocuteur bancaire a été le responsable du sujet blockchain chez la BNP, donc c'est plus facile évidemment de discuter. Mais il y a eu pas mal d'écueils, je le verrai plus. Alors je sais pas si c'est des problèmes personnels, mais en tout cas je pense que j'ai eu la chance de pouvoir assister à un certain jeune âge à des choses auxquelles normalement beaucoup de gens ne sont tout simplement jamais confrontés. Et quand on y est confronté, plutôt vers la fin de sa vie, quand on est en poste à responsabilité, etc. Et donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir le voir sur plein d'aspects différents, que ce soit la façon dont fonctionne le monde politique, le monde associatif, les médias, etc. Et qui sont intrigant, on va dire, et qui, pour certains, en fait, ça me permet de mieux éclairer, en tout cas de mieux analyser, parce que je me dis si ça arrive pour la crypto, qui est un sujet en réalité marginal du point de vue politique, qu'est-ce que ça doit être sur d'autres sujets en fait. Mais en fait, c'est des trucs qui, j'allais dire maintenant, sont presque de notoriété publique. Je pense notamment à toutes les auditions qu'on a eues à l'Assemblée nationale sur la souveraineté énergétique. On a des gens qui viennent nous annoncer parfaitement normalement que la réduction du nucléaire c'est un accord politicien sur un chiffre que personne n'a réfléchi et qui est sorti d'un chapeau. Bon, voilà, ça c'est truc, maintenant c'est officiel, donc au moins c'est plus complotiste de le dire, mais donc j'ai assisté à plusieurs choses de cet ordre-là, malheureusement. Ton point de vue sur Mika et TFR? On devait y passer, certes, probablement. Dans ce style-là, ça aurait été mieux que ce soit un peu allégé. Toi, tu te places où aujourd'hui vis-à-vis de ces deux lois-là? Je me place où? Pour moi, il y a deux grands éléments à retenir de toute la séquence. Et après, on peut faire de l'arborescence pour analyser plein de choses. Mais le premier élément, c'est quelque chose que j'ai abordé dans ma vidéo récemment sur Grand Angle Crypto, c'est le test pour nos démocraties n'est pas passé. Et ça, c'est inquiétant. Donc j'incite à regarder la vidéo pour ceux que ça intéresse, mais on mettra le lien dans la description. Non, c'est en fait sur plein d'enjeux juridiques importants, la proportionnalité, la liberté, la propriété privée. Les cryptos sont un vrai test parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le retour de la propriété dans le monde numérique.
ou l'irruption, en tout cas de la propriété dans le monde numérique. Et donc normalement, pour une société saine et un état de droit sain, la propriété, c'est pas un truc non plus d'anarcho-libertarien, c'est quand même une liberté fondamentale garantie par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Et ben on préfère s'orienter vers pas de sortie du système régulé, tout est une créance, on peut rien faire sans un passif ou une créance, etc. Et donc on n'a pas saisi cette occasion pour repenser le système juridique, alors même qu'il y a l'irruption d'une liberté fondamentale et que normalement le but de ce système juridique c'est de protéger les libertés fondamentales. Toute la séquence dans la vidéo, je crois que c'est à minute 29 ou 30 où je parle de la proportionnalité, voilà, je laisserai découvrir, mais c'est absolument éloquent. Il y a certains principes juridiques sur lesquels on s'assied, mais complètement, on s'en fout, hein. Mais comme personne ne lit jamais rien, de toute façon ça passe crème, donc c'est un peu le problème. Donc ça c'est le premier angle de réflexion, et le deuxième angle de réflexion c'est que ça confirme ce que je pense malheureusement de l'Europe en règle générale. Alors j'ai beaucoup évolué ces dernières années, je fais partie des gens qui sont j'allais dire de la génération qu'on a éduquée plutôt sur l'Europe c'est Erasmus, c'est la fin de la guerre, c'est plein d'opportunités, etc. Je pense aujourd'hui que nous sommes prisonniers d'un système européen qui malheureusement ne sait rien faire d'autre que de se penser comme un marché de consommation. Et donc c'est très embêtant parce que ça c'est particulièrement éloquent dans Mika, et c'est ce que je disais déjà à l'époque, et tiens, bizarrement c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je disais Mika, c'est pas en soi le fond qui me dérange, c'est-à-dire le fait de dire que les ICO sont des titres financiers, qu'il faut s'enregistrer, qu'il faut blablabla. Je suis d'accord avec 90% du texte, il n'y a pas de problème. Mais la façon dont ça a été amené et les 10% restants avec lesquels je ne suis pas d'accord prouvent que en fait, pour les décideurs politiques, aujourd'hui, et c'est lié au sujet de la fin de l'histoire que je mentionnais tout à l'heure, c'est équivalent que d'être attractif pour des filiales de groupes étrangers et faire émerger un écosystème local. Et ça c'est absolument terrible parce que c'est une réflexion qui s'inscrit dans la fameuse fin de l'histoire, c'est-à-dire oui c'est équivalent si tu considères qu'il n'y aura plus jamais de conflit ou de rivalité internationale. Effectivement. Mais c'est tout. Et comme ce n'est pas le cas et qu'on voit bien que ça revient, eh ben, on se retrouve avec précisément ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que quand Mika a été voté, on aura constaté que les seuls qui se sont réjouis, c'est les géants américains. Parce qu'ils sont très contents, pendant qu'ils se font taper dessus aux États-Unis, d'avoir un endroit où le cadre réglementaire est clair. Formidable, on va avoir un cadre clair. Et j'ai rien contre un cadre clair, mais je pense que d'un point de vue timing, aujourd'hui, le régime PSAN et demain l'agrément européen, c'est un cache-sexe pour pas dire oligopole, parce que le truc sera fermé et pour rentrer il faudra faire des choses qui seront impossibles à faire. C'est le début de la fin de la crypto en Europe ? Non, pas du tout. Déjà, ça dépend de ce qu'on appelle la crypto en Europe. Est-ce que ça veut dire l'adoption de la crypto par les gens ? Non, pas forcément. Est-ce que ça veut dire... La fin de la liberté dans la crypto en Europe ? Ça, pour le coup, elle est passée dans la loi, oui, effectivement. C'est ce que je disais aussi dans cette vidéo-là, pour ceux que ça intéresse, d'aller consulter les CGU des dernières fintechs qui ont ouvert le sujet Bitcoin, crypto en général. En règle générale, les CGU vous permettent d'acheter Bitcoin mais pas de le sortir. On pourrait arguer que c'est un choix d'entreprise puisque c'est pas interdit. Typiquement les unhosted wallets, les fameux, ne sont pas interdits dans la loi européenne, fort heureusement, même si ça a été proposé. Tu t'appelles toujours unhosted sur Twitter ? C'est probable, oui, je pense, oui. Ça n'a pas été interdit de facto, mais en réalité, ça a été tellement puni économiquement, parce qu'il faut vérifier l'identité de tous les wallets, de tous les détenteurs. C'est en fait techniquement infaisable, parce que tu ne sais pas qui y a derrière l'écran, donc voilà. Mais bon, bref, en tout cas, même si tu vas obtenir une assurance raisonnable, faire un selfie, un bidule, un machin, est-ce que tu vas vouloir le faire pour des retraits de 20 €, etc. Bah non, c'est absolument pas économiquement viable, donc on se retrouve avec ce truc-là. Donc le scénario... pas très enthousiasmant, mais qui malheureusement se dessine. J'aimerais bien qu'il ne se dessine pas, mais je constate malheureusement que c'est plus ou moins ce qui se dessine. Et là, je le fais vraiment en format très pessimiste, mais très cynique en tout cas. C'est qu'on va effectivement collectionner les filiales de groupes étrangers à Paris. Ils vont, en règle générale, faire précisément ce que font les autres entreprises technologiques, c'est-à-dire installer leur centre de recherche. Comme ça, c'est vos impôts qui financent le crédit impôt recherche, c'est formidable. Et donc, c'est les impôts des Français qui permettent à des filiales de groupes étrangers de venir développer leur marché français alors qu'ils ont leur siège social ailleurs. Le tout en concurrence d'entreprises parfaitement françaises qui se sont développées avec beaucoup de problèmes ces dernières années. Donc on a eu le
même sujet sur, alors ça c'est un peu corrigé, mais sur la loi influenceur, où effectivement on a commencé par dire, bon bah on va interdire de faire la communication de tous les projets crypto. Dans la réalité, ça, on peut considérer que c'est très sain de le faire, mais dans la réalité, c'est la même chose qu'il y a eu avec FTX, l'AMF ne peut pas aller aux Bahamas tous les jours vérifier que FTX fait son travail. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les Français ont du mal à opérer, ils ont des coûts supplémentaires et accessoirement le deal n'est pas respecté puisqu'une partie substantielle entre eux n'ont pas de compte bancaire, n'y arrive pas. Et en face, il suffit d'être à Dubaï et de dire venez acheter mon shitcoin de merde et il n'y a pas de problème. On parle de la loi influenceur, je vais rappeler qu'on a reçu Stéphane Vegeta aussi sur le podcast qui nous avait promis une chose, c'est que la loi allait changer. Et elle l'a été. Voilà, et elle l'a été, donc il doit revenir là, une fois que c'est voté le 31, enfin que c'est validé et que là il n'y a plus de retour en arrière, pour nous en parler. Mais cette loi, dans son nouveau format, en fait c'est pareil que Mika, moi j'ai pas de problème avec le contenu de la nouvelle loi, parce que l'ancienne si, mais la nouvelle loi, ça me semble, parce qu'après on pourra avoir un positionnement libéral, pas libéral, mais par rapport au reste de la législation, ça me semble pas déconnant. De protéger, de dire voilà, on peut pas non plus sortir un scam de son chapeau tous les jours et prendre de l'argent aux Français, ok, why not, mais ma question subsiste sur l'efficacité opérationnelle de la loi, parce que tu continueras d'avoir des associations qui il y avait eu le truc en Bourgogne là, il y a quelques années où il y avait plein de gens qui avaient mis dans une association qui était un fonds d'investissement, personne ne l'avait vu parce que c'est une association, tu continueras d'avoir des gens à Dubaï qui vont dire achetez mon NFT ou mon bidule, et puis l'AMF ne pourra pas aller faire ce travail là, déjà qu'ils sont pas assez staffés pour voir les gens en France. Donc, est-ce que la loi sera efficace ? Ça, c'est une autre question. La réponse à ça du député, donc, c'était de dire que, ok, s'ils sont à Dubaï, on peut pas les attraper, mais par contre, on peut fermer leur compte, on peut faire pression pour fermer leur compte sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, et ça, c'est la pente illibérale qu'on est en train de prendre, effectivement, parce que en fait, c'est pas un débat crypto là, ce qu'on est en train d'avoir, c'est effectivement un débat libéral, pas libéral au sens libertarien, mais libéral au sens état de droit. À partir du moment où on constate que quand on fait une loi à cause d'Internet, c'est difficile de l'appliquer ailleurs, et que donc du coup elle est assez peu efficiente, mais que par contre elle handicape effectivement le tissu d'entreprise locale, on est tenté de faire ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et donc tout cela relève d'une même dynamique, c'est-à-dire tout ce qui est filtre anti-arnaque, censure de Telegram, censure des influenceurs parce que leur compte nous plairait pas, et qui va juger que tel ou tel truc est un scam ou pas un scam. En fait, le next step à peu près logique de ça, c'est et c'est pas, il n'y a pas que ça qui joue dans cette tendance-là, mais c'est la théorie dans laquelle je m'inscris plus ou moins de Tariq Krim, c'est-à-dire sur l'internet qui sera en fait séparé. Chacun va faire ses petits murs autour de son internet à soi, et en fait tu perds le concept d'internet, c'est assez simple. Donc chacun essaiera de se protéger en disant ça c'est le camp du bien, ça c'est le camp du mal, donc ça on va pas censurer. Et puis ensuite tu as les dérives politiques comme on le voit actuellement, c'est-à-dire en fait on va censurer le domaine source et puis hop, tout Telegram dégage. Accessoirement le nom de gens se retrouve dans une liste qu'on nous avait promis qui n'existerait pas, de gens qui consultent du contenu pédopornographique, pourquoi pas. Le tout au moment où on apprend du ministère de la Justice qu'il tient des listes d'opposants politiques. Enfin, on n'est pas dans une tendance qui est particulièrement rassurante d'un point de vue du libéralisme, effectivement. Il y a eu aussi un épisode donc qui va se rapprocher un peu des nouvelles lois et des entreprises en France qui vont essayer donc de respecter ces lois, et notamment avec Ledger, qui la semaine dernière a subi un véritable bad buzz donc suite à une mauvaise communication, tout ce qu'on veut, etc. Donc sur le Ledger Recover. Mais on a eu confirmation donc de Pascal Gauthier que sur demande du gouvernement, Ledger donc se devra prochainement de donner les clés donc bien sûr, je rassure, des clients uniquement qui ont validé le Ledger Recover sur leur Ledger. Est-ce que c'est pas le début d'un gouvernement royal, enfin du moins en surposition au-dessus des entreprises qui sont censées de base, donc comme les Ledger, protéger et vraiment protéger, du moins nous rendre propriétaires réellement de notre monnaie? Pour moi, évidemment, il y a une question de communication et une question de positionnement commercial. La question de communication, j'allais dire, elle est vite répondue. Bon, c'est raté, ça arrive malheureusement. Et j'allais dire, alors il y a une part de responsabilité du management actuel. Je pense que notamment les réactions au tout début de la défiance du public ont été mauvaises, c'est-à-dire elles ont été assez arrogantes de dire en fait c'est vous qui avez rien compris, et du coup ça n'a pas aidé à résoudre le problème.
Mais ce qui n'est pas de la faute du management actuel, c'est que la communication de Ledger depuis des années est basée sur cette simplification technique, à savoir les seeds ne sortent jamais, les clés ne sortent jamais du truc, ce qui est en réalité pas tout à fait vrai. Et puis normalement, à partir du moment où on constate qu'on a des mises à jour régulières, on peut tilter qu'effectivement le truc doit bien être mis à jour. Voilà. Mais en tout cas, le verre était dans le fruit parce que la promesse a été faite sur la base d'une simplification qui était peut-être plus aisée à l'époque. Mais qui du coup maintenant c'est le legacy, hein, comme on dit dans le business, qui est très difficile parfois. Sur la partie commerciale, c'est peut-être là où je suis plus critique en fait. Aujourd'hui, Ledger, ils ont une base de clients qui sont les early adopters. Leur question business principale, à mon avis, je ne suis pas dans les réunions du board de Ledger, mais leur question principale, ça doit être quelque chose du genre comment on amène le fameux next billion user sur ce qu'on fait. Et donc, alors, premier commentaire, c'est que je partage, je pense, leur prémisse initiale, qui est de dire on n'onboardera pas 2-3 milliards de personnes avec un device. Même le Stax, qui a l'air très bien, mais dans tous les cas, ça reste compliqué. Une suite avec 2 boutons et qui est extrêmement anxiogène parce qu'il y a tout son argent dessus, etc. Donc, je partage la prémisse qu'il y a besoin d'autre chose. Maintenant, là où ça a un peu tapé au milieu, c'est que avec la communication qu'ils ont faite, ils ont un peu rompu la confiance de leur base d'early adopters, en tout cas dans une certaine mesure. Le temps dira si c'était juste des excités sur Reddit ou si c'était réel et que les ventes baissent, mais sans pour autant s'attirer la confiance des nouveaux qui de toute façon ne sont pas encore là puisque le service n'est pas disponible. Mais là où commercialement c'est un peu embêtant, c'est que pour moi aussi, c'est une opinion personnelle parce que de toute façon c'est de la stratégie, donc chacun a ses opinions sur le futur, mais je pense que ça tape aussi au milieu. C'est-à-dire que Ledger Recover n'est pas un service dédié aux early adopters, donc c'est pas ça le marché. Mais est-ce que c'est un service dédié au next billion ? Je ne sais pas, parce que dans ce next billion, tu vas avoir des gens qui en fait ont un patrimoine assez modeste et qui n'ont pas envie de mettre 100 balles ou 300 balles pour un Stax, plus 10 € par mois dans un service de recover. En fait, ils vont dire mais moi 10 € par mois c'est plus que mes frais bancaires, etc. Donc ça n'a pas de sens. Soit c'est des gens très fortunés et qui en fait vont préférer directement passer par un custodian. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ce genre de dispositif. Donc pour moi, en fait, c'est surtout commercialement que le problème est. Encore une fois, c'est le futur. Donc là, je fais des plans sur la comète. Ça se trouve, j'aurais complètement tort. Et je serais d'ailleurs très content d'avoir tort, puisque ce serait bien que, évidemment, Ledger fonctionne en tant que boîte française. Mais par contre, je pense que stratégiquement, ça me semble plus opportun pour eux de se focaliser beaucoup plus largement sur le B2B, parce que le next billion, en fait, ils ne l'auront pas en B2C, je pense. Ils l'auront en B2B2C. Ils devront vendre du service Vault, du service entreprise à des custodians, à des directions financières, à des nouvelles institutions, etc. Parce que c'est eux qui auront une base de clients et qui s'en serviront. Et là-dessus, malheureusement, ce que je constate, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec les directions financières, des gens dans les banques, etc., c'est que même sur le marché domestique, ils se font doubler par la concurrence, que ce soit Fireblock, Storus, Metaco, etc. Et ça, c'est un peu embêtant, mais je pense que, j'allais dire, c'est un peu... c'est parce que c'est très difficile de leur côté, c'est une boîte qui a un ADN B2C. Et donc aller sur un marché B2B, c'est très difficile parce que notamment l'angle commercial, un bon commercial B2C est un exécrable commercial B2B, parce qu'en B2C, si je veux convaincre des consommateurs d'acheter mon produit, en règle générale, je vais caricaturer un peu, mais c'est pour expliquer le propos, le bon commercial, c'est celui qui répète un message et qui sait mieux que le consommateur ce qu'il a besoin. C'est d'ailleurs, les phrases de Steve Jobs là-dessus sont très éloquentes. Il disait le consommateur ne sait pas ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un iPod dans la main et je vais lui répéter tous les jours dans la rue, dans toutes les affiches partout, qu'il a besoin d'un iPod. Donc à un moment donné, il va faire tiens, c'est vrai, j'ai besoin d'un iPod, et il va acheter un iPod. Sur le B2B, c'est l'inverse. Un bon commercial, il se tait, il écoute le besoin du client. Il écoute parce qu'il a besoin d'avoir une offre qui est beaucoup plus adaptée, qui est beaucoup plus sur mesure, même si on ne fait pas toujours du sur mesure en B2B. C'est pas du tout la même posture. Donc je pense qu'aujourd'hui, Ledger essaye de faire cette transition, mais que c'est très difficile, parce que c'est très difficile pour n'importe quelle boîte d'ailleurs de faire les deux. Et j'ai pas répondu, sur la partie philosophique. Oui, c'est embêtant, mais ça relève de la même dérive illibérale que je mentionnais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est devenu suspect de vouloir posséder son argent. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Je m'étais déjà insurgé contre cette proposition que je viens de faire, cette proposition, cette assertion, mais malheureusement je ne peux que constater que c'est vrai. En fait,
Il y a deux assertions qui font très peur en ce moment. Il y a c'est suspect de posséder son argent et il y a la version liberté d'expression, c'est-à-dire si tu n'as rien à cacher, c'est pas grave c'est pas qu'on grave, regarde. alors c'est pas grave qu'on regarde. Ce sont des trucs mais qui me font parce que c'est tellement un truc qui t'arrive en pleine figure et tu as envie de dire mais vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de préparer le totalitarisme. Et je pèse mon mot, hein, je dis totalitarisme au sens étymologique du terme, pas au sens c'est le fascisme et les camps de concentration, au sens total. Totalitarisme, c'est tout est politique. Donc ça veut dire que si vous faites pas, je vais faire une incartade politique entre guillemets, mais quand on dit il faut voir si les gens répartissent bien leurs tâches ménagères chez eux, c'est du totalitarisme au sens étymologique. C'est que tout est politique, y compris les tâches ménagères, donc il faut quelqu'un chez vous pour vérifier si vous les faites bien. Donc je fais évidemment, comme je le disais, une petite incision à une personne qui en aura identifié, mais de manière générale, on a des esprits et des cerveaux qui sont préparés de plus en plus à l'illibéralisme et à dériver vers le totalitarisme. Merci d'écouter le Crypto Daily. C'est la merde chez les banques. Ça dépend qui. Si t'es une petite banque aux États-Unis en ce moment, ça pique un petit peu. Tout à fait. On a vu donc plusieurs banques qui ont malheureusement fermé, qui sont en faillite, qui ont été rachetées. Il y a une banque qui est en train de racheter beaucoup de banques aux États-Unis et ça fait assez peur quand même. C'est Monsieur Morgan. Est-ce que c'est normal pour toi qu'une seule banque privée, qui plus est, qu'on se le dise, hein, JP Morgan est une banque privée, puisse peser aussi lourd et soit aussi grosse, on va dire, sur le système monétaire américain ? Alors là, c'est plus financier que monétaire ici, mais en fait... C'est déjà le cas en France. Aux États-Unis, il y a 5000 banques, quelque chose comme ça. En France, il y a 6 groupes bancaires. Hein. Donc on est déjà dans cette situation en France d'oligopole. Qui est un oligopole qui ne dit pas son nom, mais je ne sais pas si tu sais me citer quand est-ce que tu as vu une banque être fondée en France récemment ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire puisque ce n'est pas le cas. C'est tellement régulé, encadré, empêché de faire quoi que ce soit d'innovation, etc. qu'aujourd'hui, lancer une banque, c'est impossible. Tu ne peux pas lancer de banque. Alors que normalement, c'est un business. Tu devrais pouvoir lancer une banque dans ton coin. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a ce scandale dans le milieu crypto en tout cas, mais Caitlin Long, qui est la fondatrice d'une wannabe banque, entre guillemets, qui s'appelle Custodia. Et qui a demandé à la Federal Reserve, puisque aux États-Unis c'est encore possible d'innover entre guillemets dans le milieu bancaire, tu peux lancer une banque régionale, locale si tu as envie. Et donc qui a proposé un modèle, comme son nom l'indique, Custodia, c'est-à-dire un modèle dans lequel elle ne ferait pas elle ne prêterait pas l'argent que lui donnent ses clients. Alors c'est une version simplifiée puisque dans la réalité le modèle bancaire c'est pas de prêter l'argent des clients, c'est de faire jouer les ratios prudentiels, etc. Mais en gros c'est des réserves fractionnaires, c'est-à-dire que les banques créent de l'argent, elles prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. Elle proposait un modèle qui, en théorie, est à l'opposé, c'est des réserves à 100%, où elle disait, moi, je serais une banque au sens custodie, c'est-à-dire mon service, c'est pas de proposer des taux d'épargne, mon service, c'est de proposer un service de garde, et je le fais payer. Et la Fed a refusé d'accorder une licence bancaire sous le motif que si elle le faisait, elle rompait la stabilité du système financier. Alors, comme ça, instinctivement, on se dit, mais comment, en proposant un système sécurisé à 100%, puisque je garde tout, je romps la stabilité? Il y a un problème, c'est que le système est bizarre déjà. Mais en fait, c'est tout bête, et d'ailleurs, c'est le même débat qu'on a sur les MNBC, c'est que à partir du moment où dans un système qui est par nature vicié parce que réserve fractionnaire, parce que argent gratuit, argent magique, tout ce que tu veux, le premier qui propose une solution d'échappatoire, c'est-à-dire 100% garantie, etc., en fait, il va sucer la liquidité de ce système et donc il va mettre en faillite les banques qui, elles, font des réserves fractionnaires. Donc c'est bien le mouton noir, c'est celui qui propose de garder les réserves à 100%. On a un peu retourné le... On a complètement retourné le système de valeur, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois. C'est quoi le nom de la personne en question ? Caitlin Long. Avec un C, de mémoire c'est C-A-I-T-L-I-N, et Long comme être longue. Et donc elle, sa banque c'est Custodia, enfin sa wannabe banque, puisqu'elle est en litige avec la Fed, je crois. C'est dur de vouloir faire le truc droit et honnête et de te faire taper dessus parce que justement... Mais ce qui est particulièrement ironique dans la situation des banques américaines, et pas que, hein, puisqu'on a eu Crédit Suisse quand même en Europe, c'est qu'aujourd'hui leur situation de panade, on va dire... il n'y a pas, peut-être que tu l'auras constaté, il n'y a pas du tout le même traitement médiatique qu'en 2008, parce qu'en 2008, et dans les suites de 2008, on avait un suspect tout trouvé qui était les credit default swap, qui étaient les produits toxiques,
Et donc, là, on peut pas venir taper le système. Et là, on vient dire la régulation, c'est important, les financiers sont tous méchants, etc., etc. Et puis là, le produit en question qui a mis tout le monde dans la panade, c'est les obligations d'État américaines. C'est pas exactement le même discours, et donc on a plus un discours de Janet Yellen qui dit oui, on sauvera toutes les banques systémiques. Donc là, il y a les sénateurs américains qui sont en train de comprendre que c'est le modèle à la française et qui disent mais attendez, ma petite banque locale de l'Oklahoma, est-ce que vous allez la sauver ? On verra si c'est systémique. Sous-entendu, c'est un système à 2 tiers. Donc il y a un tiers où vous êtes nul, vous êtes une banque nulle, on va pas vous sauver, on s'en fout. Et il y a des banques vraiment safe où là, si vous voulez mettre votre argent, n'hésitez pas parce que là, vous êtes garanti à 100%. Donc on rentre dans ce débat-là qui est assez cocasse en réalité à regarder parce qu'encore une fois, le principal coupable est ce qui était considéré comme le risk-free rate, c'est-à-dire vraiment le truc qui ne peut pas faire faillite, il ne peut pas générer de problème. Je rappelle, parce qu'on va me dire que ça n'a toujours pas fait faillite les États-Unis. Bon, accessoirement, ils peuvent le faire dans quelques jours, mais bon, ils le feront probablement pas. Mais c'est un problème de liquidité, pas de solvabilité. Mais cette liquidité a généré des problèmes de solvabilité. Enfin bref. Il y a un graphique qui est sorti récemment où tu voyais tous les rachats de banques et tu voyais que vraiment à la fin, ok, il y a des milliers de banques, mais elles toutes appartiennent plus ou moins à 5 ou 6 banques qui vont être... C'est ce que je t'ai dit, en France c'est le cas. En France c'est le cas. C'est la réalité du quotidien aujourd'hui. Il y a, de mémoire, je dirais 6, peut-être 7, mais de mémoire, il y a 6 groupes bancaires ou mutualistes. Et tu peux pas faire autrement, sauf à aller chercher des banques étrangères, etc. Et pourquoi c'est inquiétant ? Parce que, encore une fois, c'est simplement une marque supplémentaire de la fuite en avant que nous vivons. C'est-à-dire que, on pourrait le résumer en disant qui sera le JP Morgan de JP Morgan. C'est-à-dire qui rachètera, de base, ou l'UBS, peu importe. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ? Ça veut dire que effectivement, à partir du moment où certaines banques sont de rang inférieur et d'autres supérieurs, ça veut dire que, en fait, on est en train de dire aux Américains, barrez-vous de ces banques-là. Donc, on génère, entre guillemets, des faillites. En tout cas, on génère une fuite de capital. Ce qu'on constate, c'est un bank walk, comme on dit maintenant, puisque comme il n'y a personne qui fait la queue devant le distributeur, on ne se rend pas compte, mais tout doucement, les liquidités baissent. Donc en fait, si on fait l'expérience de pensée de dire où est-ce que ça nous mène ce système-là, ça nous mène effectivement à un cartel bancaire beaucoup plus réduit. Ça nous mène, qui accessoirement, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, ce rachat par exemple de JP Morgan était illégal parce qu'aux États-Unis, les banques ne sont pas censées dépasser une certaine quantité des dépôts de tous les Américains. En faisant ce rachat, ils dépassaient cette quantité, mais en fait, voilà. De la même façon que le rachat de Crédit Suisse était illégal. Et qu'il a été simplement passé outre la loi. Ils ont modifié la loi en urgence, je crois, un dimanche. A posteriori. Donc c'était illégal, mais après ils ont dit on va changer la loi pour que ça devienne légal. Donc où est-ce que ça nous mène ? Ça nous mène, l'expérience de pensée, si on va au bout du truc, c'est que ça nous mène effectivement à un cartel, puis un cartel réduit, puis à une seule banque, dont le JP Morgan de JP Morgan, c'est qui ? C'est l'État américain. Et si l'État américain administre une seule banque, ça s'appelle une économie administrée, effectivement. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire tout ce qu'on a dit sur le libéralisme, évidemment, ça veut dire que comme personne, je reprends les propos tout à l'heure, comme personne ne veut prendre la responsabilité de tomber du 28e étage d'un immeuble, à la fin, il y a une seule banque administrée par l'État et dont l'argent est garanti parce que vous avez confiance en moi et que si vous n'avez pas confiance en moi, vous êtes en prison. En gros, je la fais très simplement. Il y aura probablement d'autres étapes et ça, c'est toutes choses égales par ailleurs, donc c'est très difficile de faire des plans sur la commune. Ça a l'air dur, la période sur laquelle ou du moins on est en train de se diriger a l'air compliquée. Je pense qu'elle ne sera pas fun, effectivement. Mais c'est déjà le propos que je tenais sur Film Bitcoin. On parlait du bruit qu'a fait la faillite de la Silicon Valley Bank. Et ça a pas fait beaucoup de bruit, je trouve. Je trouve que on sait très vite, ou du moins peut-être que c'est en Europe et pas nous on voit ça depuis Paris, mais ça s'est calmé très très vite quand même, comparé au bruissement de 2008 qui résonne encore aujourd'hui. On est en plein dedans, tous les jours il y a des banques qui tombent, bien sûr, mais moi 2008, j'étais petit, mais 2008, c'était tous les jours, il y avait que ça, le ciel était gris, enfin c'était... Oui, c'était vrai, à partir du moment où ils ont laissé tomber une banque. Il y a eu Washington Mutual avant, il y a eu Bear Stearns, il y en a eu d'autres qui ont été... alors Washington Mutual n'a pas été sauvé, mais un Bear Stearns ou d'autres ont été soutenus et donc du coup on n'a pas eu... Enfin, on a eu la même période que nous vivons actuellement, mais c'est juste qu'elle n'était pas en octobre 2008, elle était en 2007, elle était en début 2008. Et à ce moment-là, les gens étaient parfaitement... tout va bien, quoi. Enfin, je caricature un peu parce que c'était pas tout à fait le cas, mais en fait, c'est encore une fois, on en revient toujours au même sujet, notamment monétaire. À partir du moment où la seule base
du système monétaire, la seule, j'insiste, puisque c'est la seule, c'est la confiance dans la capacité des banques centrales à remplir leur mission, à savoir la stabilité des prix, c'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais atteint, puisque c'est incompatible. Qualifier de stabilité des prix le fait qu'ils montent de 2% tous les ans, c'est antinomique. Mais bon, soit. Supposons que leur mission ce soit ça et qu'ils l'atteignent. La confiance dans la capacité des banques centrales à atteindre cette mission est la seule base théorique, parce que dans la réalité c'est l'armée américaine pour le dollar, lol, c'est la seule base théorique en tout cas pour le fait qu'on ait confiance dans ce système-là. Donc là où c'est pervers, c'est que le discours des banques centrales est performatif. Ce qu'ils disent crée la confiance qui elle-même a un impact sur leur mission. Donc en fait, tout ce que dit une banque centrale devrait être suspect. Parce que quand ça va pas, elle va dire que ça va bien. Elle n'a pas d'intérêt à dire que ça va pas. Et quand ça va bien, ça va bien. Donc en fait, tu n'entendras jamais rien d'autre de la part des banques centrales que ça va bien. D'ailleurs, une épreuve assez marrante, c'est que Jérôme Powell, sur la séquence Silicon Valley Bank, etc., quand Silicon Valley Bank fait faillite, on lui pose la question, est-ce que le secteur bancaire est en crise ? De quelle crise vous parlez ? Il n'y a pas du tout de crise, tout va bien. Ensuite, il y a d'autres banques qui font faillite, etc. À la fin, quand First Republic a racheté, je crois de mémoire, ou peut-être que c'était Signature, mais je crois que c'était First Republic, il dit tout va bien, la crise a été circonscrite et c'est révolu. Et du coup, tu as envie de lui dire, mais tu n'as dit qu'il n'y avait pas de crise. Oui. Donc elle ne peut pas être résolue s'il n'y a pas de crise. Mais on s'en fout, parce que, encore une fois, comme il n'y a pas de base autre que Trust Me, bah en fait, tu es obligé en tant que Jérôme Powell, c'est même pas une question du personnage ou de quoi, c'est sa position veut qu'il dise tout le temps que ça va bien. Il ne peut rien dire d'autre, parce que si demain Christine Lagarde va à la télé pour dire l'euro va mal, bah en fait, ça créera la situation où l'euro va mal. Donc elle ne peut pas le dire, jamais, ever. Donc c'est pour ça aussi que dans le post que j'ai fait récemment sur LinkedIn, je m'interrogeais sur ça, parce que je me disais, je relevais en tout cas, que quand tu as FTX qui fait faillite pour une fraude parfaitement classique, qui ne possédait même pas de Bitcoin dans son bilan, FTX je le précise, tu prends 6 mois parce que ça fait que 6 mois, mais probablement 1 an, 2 ans, etc. Tu prends Christine Lagarde qui dit il nous faut un MiCA 2, certaines personnes qui disent il faut accélérer le calendrier, il faut encore plus sévir, il faut accélérer l'agrément en France. On a quand même eu ce débat et ça a finalement été tranché quand même avec une accélération, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. On a eu le sujet des influenceurs qui est arrivé de manière, on ne sait pas pourquoi. Tout ça c'est arrivé juste parce qu'FTX aux Bahamas, donc même pas en France, qui ne respectait déjà pas la loi, était déjà hors la loi en France. Et je rappelle que FTX avait des personnes dont la responsabilité était de développer le marché français en salariés, alors que c'était illégal puisqu'il n'y avait pas le PSAN. Bref, donc tout ça était déjà complètement illégal, mais on n'a rien su faire. Mais le simple fait que FTX fasse faillite a suffi à nourrir 8 mois de le Bitcoin est mort, c'est nul, ça sert à rien, et s'enchaînent sur les plateaux de télé des gens qui n'ont jamais utilisé Bitcoin de leur vie pour dire c'est de la merde, etc. Bon, ça t'en as vu et on en reverra de toute façon. Hein. Moi, c'est la différence de traitement qui m'intéresse. C'est que de la même façon, tu as les 3 des 4 plus grandes faillites de l'histoire américaine en 4 mois, en 3 mois, et les gens qu'on invite sur les plateaux télé, c'est pas les détracteurs, c'est pas ceux qui vont dire mais attendez, il y a peut-être un souci dans le système financier. C'est la Banque de France qui vient rappeler que le système est parfaitement sain et qu'il n'y a aucun risque de contagion en Europe et que rassurez-vous, etc. C'est les acteurs bancaires auxquels on demande est-ce que vous êtes concernés, mais pas du tout, messieurs, dames, circulez, rien à voir. Des obligations d'État, alors pas du tout, jamais. Alors que la situation est la même. Alors, c'est pas la même dans la mesure où, encore une fois, le système bancaire n'est pas le même, il est plus oligopolistique ici, il y a plus de régulation, tout ce que tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que le traitement médiatique, c'est de la même façon que récemment une autre journaliste qui sort un livre critique sur les cryptos, dès qu'on dit un argument en faveur de Bitcoin, on est suspect et notre raisonnement est à mettre à la poubelle, puisque comme on a des Bitcoins, on est en conflit d'intérêt total, donc poubelle. Par contre, selon la BRI, la Banque centrale des banques centrales, elle n'a aucun conflit d'intérêt avec Bitcoin, eh bien, il y aurait tant de personnes qui auraient perdu de l'argent avec Bitcoin. Alors en plus, quand tu interroges la méthodologie et que tu constates que c'est du doigt mouillé, il y a une différence de traitement qui m'inquiète beaucoup sur ce qui est devenu l'honnêteté intellectuelle et ce qui est devenu le travail d'une partie substantielle, malheureusement, des médias aussi, qui ne vérifient plus leurs sources.
Pardon, je rajoute un élément que peu de gens savent, par exemple, là-dessus, qui est le Salvador. Le Salvador, alors vous avez tous vu passer les articles depuis 6 mois, c'est un échec total, etc. Parce que 25% des gens, ou 20%, je ne sais plus, l'ont utilisé comme moyen de paiement. Donc c'est de la merde. Alors moi, je suis allé regarder la source, c'est-à-dire l'étude de l'université de San José de Salvador. Alors pour le coup, la méthodologie tient la route, 1500 personnes, représentatives, tout ce que tu veux. Mais c'est pas ce que dit l'étude. Non. En fait, l'étude, ce qu'elle dit, donc le truc qui est passé partout, alors de mémoire originellement, c'est parce que Bloomberg en a fait un article, et après, bon, c'est... Et le Bloomberg nous disait, de mémoire, 20% des gens, des Salvadoriens, ont utilisé Bitcoin comme moyen de paiement un jour. Donc, au bout d'1 an et demi de loi, c'est quand même pas beaucoup. Bon, c'est un échec. Dans la réalité, c'est pas du tout ça ce que dit l'étude. L'étude dit, elle sépare en 3 groupes. Ceux qui l'ont utilisé en 2022, comme moyen de paiement, ceux qui l'ont utilisé en 2021 et ceux qui ne l'ont jamais utilisé comme moyen de paiement. Donc si on en croit la source de Bloomberg, 2022 plus 2021 égale 20% et le reste 80%. Pas du tout. Les chiffres c'est 20% 2022, 70% 2021, 75% d'ailleurs, de mémoire c'est 21 et 74, donc il reste 5% des Salvadoriens qui n'ont jamais utilisé Bitcoin comme moyen de paiement. C'est pas juste en détiennent, l'utiliser comme moyen de paiement, donc ce qui est quand même le cran au-dessus. Donc la réalité de personne l'a utilisé comme moyen de paiement c'est 5%, ce qui est normal partout, jamais vérifié dans les médias, c'est 80%. On n'est plus à ça près, c'est ce que je disais, mais c'est encore une preuve supplémentaire qu'effectivement il y a un traitement médiatique autour de Bitcoin qui, même si certains, alors je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des journalistes qui font parfaitement leur travail, qui croisent les sources, qui d'ailleurs ne sont pas toujours... Enfin, c'est pas le rôle d'un journaliste que d'être complaisant, donc il y a des gens qui sont spécialistes de Bitcoin, ils relayent des bonnes nouvelles et parfois ils disent, non, en fait là c'est de la merde ce qui se passe, il y a de la corruption, etc. Très bien. Mais il y a quand même une partie substantielle qui, soit pour des raisons de précarité, de statut, parce que le journaliste aujourd'hui est devenu très précaire, beaucoup de gens sont pigistes, ad vitam aeternam, etc. Mais en tout cas, il y a une honnêteté intellectuelle et un travail des sources de vérification qui n'est plus fait. C'est terrible. Je comprends et je suis d'accord. Je suis un peu d'accord avec ça parce que souvent tu le vois que il y a des fois une fois que ça sort, l'AFP relaie. L'AFP c'est magique. C'est le principe, c'est que personne vérifie. C'est que l'AFP, tout le monde est abonné, le truc est repris dans le journal tel quel. Au revoir. Tu sais, je crois que c'est quoi le problème de ça? Et moi, je le sais parce que, je l'expérience parce qu'on essaye donc sur le Crypto Daily sur Twitter de faire de la news, de la brève flash. C'est un peu la nouvelle mode. Mais c'est que la news sort. Tu vérifies la source, tu balances, d'un coup t'as un chrono qui se met entre eux, qui va le faire en premier, blabla. Et il y a ça qui en joue aussi, malheureusement. C'est pour ça que je dis, j'ai bien précisé déjà, il y a des journalistes qui font leur travail, et 2, j'ai bien précisé que c'était pas toujours leur faute, parce que la précarité du statut de journaliste, c'est pas juste, on est passé à une nouvelle génération qui ne fait plus son travail. C'est pas vrai. C'est que entre-temps, depuis 20 ans, 30 ans, ce qui s'est passé, c'est qu'Internet a ruiné le business model du journalisme. Donc aujourd'hui, la prime, elle est à la rapidité, sur l'info et la quantité. Ça pardonne l'erreur. Moi, j'ai des anecdotes sur lesquelles je suis en train d'écrire justement en ce moment, mais de journalistes genre pour des raisons pédagogiques, par exemple, je vais dire dans ce truc-là, il y a 80% de je sais pas quoi, voilà. Et puis ensuite, je fais, 80%, c'est un ordre d'idée, il faut vérifier, etc. C'est pas le bon chiffre, c'est un ordre de grandeur. L'article sort selon Alexandre Zacharenko 80%. La suite va vous intéresser, comme on dit dans les articles putaclic. C'est que j'ai appelé pour dire c'est faux, donc en fait, me faites pas dire un truc faux. Le truc a été corrigé, mais pas comme vous le pensez. Comment ça a été corrigé? C'est pas l'info qui a été retirée. Non, c'est que maintenant c'est plus selon Alexandre, c'est selon nos sources. Le truc faux est toujours là, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais que ça a privilégié la rapidité et la quantité, qui sont deux choses différentes. La rapidité, c'est que tu sais que si tu publies l'information 1 minute avant ton concurrent, tu vas prendre 80% du flux. Donc c'est toi qui vas prendre la pub et donc l'argent. Mais c'est aussi la quantité parce que en fait comme l'information elle a une forme de pic un peu comme de glycémie quoi. C'est hop tout le monde consulte et puis 1 heure après tout le monde s'en fout déjà. En fait tu as intérêt à publier une info par heure et plus vite que tes concurrents. Mais donc effectivement, ça laisse très peu de travail très peu de temps pour le travail, pour le croisement des sources, la vérification des faits. Et du coup, on va se retrouver, c'est assez classique dans le monde journalistique malheureusement aujourd'hui, d'avoir une même personne qui à 13h doit sortir un truc sur le biomimétisme, à 15h sur le Bitcoin et à 17h sur la réforme des retraites. C'est pas possible en fait. Et donc tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est pas
Il y a des journalistes dont c'est clairement leur faute parce qu'ils n'ont pas d'éthique professionnelle, ils font ça n'importe comment. Et il y en a d'autres, en fait, ils ne peuvent pas, s'ils veulent bouffer à la fin du mois, s'ils veulent payer leur loyer, ils n'ont pas le choix. Effectivement, c'est aussi un sujet qui ressort souvent, mais on va se reconcentrer parce que ça fait 1h30 qu'on est en interview. Non, on va se diriger vers la conclusion, mais il faudra qu'on fasse une partie 2, je pense, à un certain moment, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Il y a des fois, je pense qu'il y a des fois quand tu pars avec un ami ou avec quelqu'un, quand vous partez en discussion, pendant 3 heures, 4 heures, ça peut discuter. Oui, ça m'arrive. Enfin, je finis par embêter mes proches avec Bitcoin assez souvent pour que les gens me fuient plutôt que viennent vers moi. Non, mais si on aime. On arrive sur la fin. Est-ce que tu aimes le terme Web3 ? Je vais faire comme à chaque fois une réponse compliquée. Je pense que c'est un très bon outil pédagogique. Excellent même. Je pense que c'est une très belle trouvaille. Parce que ça s'inscrit bien dans la compréhension de le Web 1, il est statique, on lit, le Web 2, il est social, on lit, on écrit, le Web 3, il est lecture, écriture, possession. Quand on a cette tendance-là en tête, en fait, un néophyte qui a ce schéma-là en tête, il fait un bond de compréhension que sans ce concept-là, on ne peut pas être 3 heures à faire. Donc pédagogiquement, je trouve que c'est vraiment très intéressant comme concept. Mais comme tout concept, on en parlait de Ledger tout à l'heure, c'est que la pédagogie exige parfois de faire des concessions, des simplifications. Et donc ça veut dire que c'est aussi la porte ouverte à mettre tout dans le même panier, etc. Et il y a un truc qui me... alors, c'est le terme crypto a le même problème, le terme blockchain a le même problème, le terme Web3 a le même problème, c'est que plus on essaye de mettre ce masque-là sur un terme un peu générique, plus on perpétue quelque chose qui nous ralentit tous collectivement, y compris les régulateurs. C'est un vrai outil pour moi de compréhension, c'est que qui est résumé dans la phrase un peu de Maxi, à savoir Bitcoin not crypto, c'est que tant que tu vas parler de Web3, tu accordes 1 an, 2 ans de plus au régulateur en lui faisant croire que Bitcoin est une crypto comme les autres. Ce qui n'est pas vrai. Et tant que tu auras la même analyse pour un NFT dans un jeu vidéo et une monnaie internationale comme le Bitcoin qui est utilisée comme monnaie d'État dans certains pays, considérée comme outil géopolitique pour faire des importations, en fait, tu vas perdre du temps et tout ce temps, il est perdu, il est assez crucial parce que c'est du temps qu'on se voile la face et on ne veut pas le voir et donc on ralentit parce que, en fait, si on avait tous compris collectivement qu'on avait non pas un enjeu de techno-libertarien, je ne sais quoi, autour de Bitcoin, mais un enjeu politique, de souveraineté, de géopolitique. Ça aurait été différent, tu penses ? Ah oui, largement. Après, aujourd'hui, dans certains cercles politiques assez haut placés, que je ne nommerai pas, la conscientisation est déjà là. Cependant, c'est beaucoup plus facile de parler d'une blockchain qui fait de je sais pas quoi dans le métaverse, parce qu'il y a une stratégie, je le rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, surtout qu'il faut un métaverse européen, selon notre président de la République. Donc ça rentre dans un cadre de stratégie politique autour de quelque chose qui a été annoncé, plutôt que de parler de quelque chose qui va contre la BCE, l'Europe, la Banque centrale, etc., etc. Donc il y a certaines personnes haut placées qui sont parfaitement conscients de ça, mais qui ne peuvent pas. Parce que Bitcoin est précisément politique, alors que le reste ne l'est pas. C'est une super conclusion, merci. On va passer aux questions rapides. Ah oui, paraît-il. Paraît-il que je voulais pas que c'était celle que je voulais pas que tu vois. Mais t'en as déjà vu une, donc on va la faire quand même. Non, genre là, la première que j'ai vue, t'auras pas de réponse. En tout cas, t'auras pas de choix. Allez, on commence. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Famille ou travail ? Pas de choix. non, c'est tellement 2 pans différents. Le travail est évidemment quelque chose qui, moi, m'épanouit personnellement. En tout cas, quand je fais quelque chose que j'aime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là et qui ont des métiers alimentaires. Sans famille, on n'est pas grand-chose non plus. Donc, je vois pas je choisirais pas là-dedans. Je comprends. Dokwan ou SBF ? Aucun des deux. Peut-être pareil, non mais oh là là. Jour ou nuit ? Nuit. Nuit, je travaille mieux la nuit, c'est calme la nuit, personne qui t'embête la nuit. Ouais, je me couche tard, je préfère la nuit, c'est plus apaisant la nuit. PP ou Dogecoin ? Dire Doge parce qu'il est plus mignon, mais voilà, vraiment là on est... Paris ou la Provence ? Difficile, pareil. Alors je dirais Paris parce que c'est quand même là que j'habite. Pour reprendre un peu le propos politique de tout à l'heure, c'est que je pense que une des problématiques occidentales, mais donc françaises aussi, de ces dernières années, c'est qu'il y a une tendance à l'uniformisation des métropoles et que clairement l'habitant de Paris-Centre a probablement beaucoup plus de points communs avec l'habitant de Manhattan qu'il n'en a avec l'habitant d'Orléans.
Et je pense que c'est dommage parce que c'est un des symptômes d'une uniformisation culturelle que je trouve dommageable. Et donc ça, c'est ce qui pourrait m'inciter plus à répondre province au sens identité culturelle, terroir, diversité, qu'on trouve malheureusement de moins en moins à Paris. Juste pour rebondir là-dessus, et une personne de Manhattan qui ressemble beaucoup plus à une personne de Paris qu'une personne du Texas. C'est le Great Divide entre guillemets américain sur les républicains et les démocrates. C'est que maintenant les démocrates ont perdu une partie substantielle des ouvriers, des gens qu'ils étaient entre guillemets censés représenter, qui sont maintenant complètement républicains trumpistes. On a le même problème en France, mais globalement le vote Macron c'est les métropoles. Si on veut faire rapide, le vote démocrate, c'est les métropoles, c'est la Californie et c'est New York. Je caricature, mais globalement, tous les endroits où il y a cette uniformisation culturelle des métropoles fait que ça favorise, alors je ne sais plus le titre du bouquin, un truc du genre la démission des élites, mais c'est qu'effectivement, il y a une tendance pour les élites de la plupart des pays de l'OCDE, les pays occidentaux, à se détacher de leur ancrage culturel pour s'assimiler à une forme d'harmonisation culturelle des métropoles. Je le fais à une version simple, mais bon, globalement, c'est pour ça que ça me fait hésiter dans la réponse. L'Internet de l'argent ou 21 leçons ? Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est 2 livres. Bon, ça va pas lui faire plaisir, mais je dirais l'Internet de l'argent. Parce que déjà c'est un peu plus conceptuel et théorique, donc ça me correspond plus. Et surtout, je peux pas m'empêcher de penser, alors moi je suis là depuis un certain temps, mais Antonopoulos il est là depuis la nuit des temps. Et en fait, alors je sais pas si ça paraît prétentieux, mais je m'identifie un peu à lui dans la mesure où je me donne un peu je m'auto-donne cette mission de pédagogie que je pense qu'il s'est donnée au niveau mondial. Je me la donne au niveau français, en tout cas francophone. Et je m'identifie à un certain nombre de ces problématiques. Il y a 6 ans, il y a 7 ans, moi, faire une conférence, si je dis Bitcoin, quelqu'un va se lever pour me dire on n'est pas là pour ça. Et donc lui c'était pareil, mais un peu avant, on a tous en tête les photos d'Andreas où il est devant 3 personnes. Sur une conférence, j'ai un peu, en moindre mesure, mais j'ai un peu je m'identifie à son parcours parce que c'était à peu près la même chose des conférences en 2016. Donc voilà. Ledger ou Trésor ? Ledger. Podcast ou newsletter ? Podcast. Alexandre, merci beaucoup d'avoir accordé beaucoup de ton temps à moi-même et aux auditeurs. Donc tu as vécu l'interview, longuement même. On fait quelque chose, nous, sur le podcast et sur les interviews. À chaque personne donc, qui vient, on leur demande de nominer la personne qui va suivre. Et c'est d'ailleurs comme ça que toi-même, tu as été nominé par Éric Larchevêque il y a quelques mois. À qui le tour maintenant, Alexandre ? Alors, comme tu le sais, je ne sais pas répondre aux questions simplement. Donc je vais te proposer 3 noms. Premier nom, c'est Clarisse Agege, ou Agege, je ne sais plus, Agege, qui est donc la fondatrice de DFDefense, qui s'écrit DFNS, et qui est donc un système de sécurité et de self-custody pour les cryptos, et qui donc a beaucoup de choses à raconter, je pense. L'amie Carolina Gorna, que je salue si elle nous écoute, qui était donc auparavant une consultante en cybersécurité dans notre équipe, à KPMG, et qui maintenant est doctorante toujours en cybersécurité au donjon de Ledger, et donc le fameux donjon, et donc il y a plein de choses probablement très intéressantes à raconter, même si elle pense que c'est pas forcément le cas, mais moi je pense que c'est le cas. Et puis l'ami Sébastien Gouspillou, qui a beaucoup de choses à raconter aussi sur ses différents périples à travers le monde et ce qu'il fait autour du minage. Eh ben, c'est 3 profils qu'on serait très content d'inviter, malgré des histoires de temps en temps, mais c'est pas grave. Et merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien, merci à toi pour l'invitation. Merci aussi pour tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu fais au quotidien pour l'écosystème français. C'était Alexandre Stachenko sur le Crypto Daily. Merci à tous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.